Donc, je m'appelle Marie Ndiaye, je suis enseignante-chercheur à l'université Hassan Seck de Ziguinchor et je dirige aussi le laboratoire d'informatique et d'ingénierie pour l'innovation dans cette même université. Très bien. Vous êtes donc informaticienne. Et donc ici, ce soir, dans cette table ronde, vous étiez 5 scientifiques de divers domaines, dont vous, dans le domaine de l'informatique. Et la problématique, c'était de parler de la contribution des femmes scientifiques sénégalaises à l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, dans votre domaine, qu'est-ce que vous faites concrètement pour l'atteinte de ces ODD? Alors, dans mon domaine, j'utilise l'informatique comme outil de modélisation, outil d'interrogation des données pour l'aide à la décision. Donc ce que je peux dire dans ce sens-là, c'est qu'en fait, j'étudie les données pour voir le comportement d'un phénomène actuel ou pour prédire le comportement futur d'un phénomène. Et à partir de là, je peux donner l'information qui va permettre aux décideurs de prendre une décision par rapport aux ODD. Oui. Et des femmes scientifiques, je pense qu'on en a encore besoin de plus en plus. Et comment est-ce que ça a commencé votre désir de devenir scientifique? Alors, on va dire que moi, j'étais partagée au début. Mais vers la troisième, on va dire, j'ai commencé à vraiment aimer les sciences. Et je me rappelle, et c'était quand même facile pour moi, il faut le dire. Et je me rappelle à l'époque que je disais que je ne vais pas réviser les maths. Ce que j'apprends en classe me suffit. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aimer les sciences. Et ça m'a poursuivi jusqu'à la fin de mes études. Et ça a toujours été une passion pour moi de découvrir ce qu'on peut faire avec les maths, les chiffres, etc. Alors vous qui êtes informaticienne, vous voyez comme tout le monde l'évolution des intelligences artificielles, avec notamment ChatGPT, avec lequel on peut faire toutes choses avec beaucoup de facilité. Est-ce que cela vous inquiète? Déjà, ChatGPT, il faut voir que c'est quand même une grande évolution de l'intelligence artificielle et ça nous donne beaucoup de possibilités. Ceci étant, il y a quand même un revers de la médaille, c'est que parfois ce n'est pas très bien utilisé, surtout par les jeunes. Donc effectivement, il y a une inquiétude, mais chaque invention peut être utilisée d'une manière ou d'une autre. Donc après, c'est encore à nous de réguler, de voir qu'est-ce qu'on peut laisser ou qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser, ou aussi de voir comment il faut contourner les utilisations abusives de ce type de méthode. Mais quoi qu'il en soit, l'IA, c'est quelque chose qui a révolutionné le monde, et voilà, donc c'est juste sur l'utilisation qu'il faut vraiment réguler. Oui. Alors, il se dit que dans quelques années, ces intelligences artificielles, l'évolution de la robotique vont nous voler des millions d'emplois. Alors, quelle est la solution que les scientifiques, les chercheurs préconisent pour faire face à ce défi-là? L'emploi évolue de manière un peu bizarre. Parce que quand il y a des emplois qui n'existent plus, il y a d'autres emplois qui se créent. Donc, moi, je ne le vois pas de la même façon. Moi, je pense que on ne peut pas stopper, on ne peut pas ralentir l'évolution, il faut qu'on évolue. Sauf qu'après, il faut évoluer de manière responsable. Donc après, c'est des décisions de gouvernance. Qu'est-ce qu'on laisse à l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on laisse à l'homme. Mais il faut aussi savoir qu'on ne peut pas laisser l'intelligence artificielle décider de tout. Donc il y a toujours un moment donné où c'est l'homme qui prend la décision ultime. Alors, on constate quand même que voilà, la Chine, les États-Unis et d'autres pays sont très en avance. La France s'est réveillée précipitamment ces dernières années et partout dans le monde ça bouge et Poutine a même dit que celui qui aura maîtrisé cette technologie sera le maître du monde demain. Mais où se trouve l'Afrique dans tout ce bouillonnement-là? Alors, l'Afrique avance très timidement, très timidement, parce que l'intelligence artificielle, si on veut la faire, c'est vrai, on a besoin de scientifiques, mais aussi on a besoin de moyens. Parce que quoi qu'on dise, il faut avoir des machines et
qui vont se comporter entre guillemets comme des hommes. Les machines là, c'est des moyens. Donc c'est encore là où il y a la timidité de l'Afrique. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, nous utilisons toujours ce qui vient d'ailleurs pour le moment. Et donc, ils ne sont pas forcément adaptés à nos réalités. Donc ça, c'est un problème qui est là. Mais voilà, donc c'est aussi à nous, scientifiques, mais aussi aux décideurs, de donner le ton, de donner l'orientation, pour voir un peu qu'est-ce que nous, on peut en tirer. Et comment ça peut nous être utile, tout en étant adapté à nos besoins. Avez-vous le sentiment que les dirigeants africains ont pris conscience des enjeux de cet outil technologique-là et qu'ils se décident à investir dedans? Je ne pense pas. En tout cas, je ne les entends pas parler de l'intelligence artificielle. Je vois beaucoup de forums, même les économistes maintenant, ils en parlent au niveau mondial. Mais en Afrique, peut-être qu'ils en parlent, que je ne sais pas quoi, mais je ne les vois pas parler de ça. Et donc, je ne pense pas qu'ils aient vraiment pris la conscience de ce que ça peut apporter et de ce qu'ils peuvent en faire. Est-ce que ce n'est pas à vous, chercheurs, de les sensibiliser? Oui, on a notre rôle à jouer, mais est-ce qu'on est toujours écouté? C'est aussi ça l'autre problème, c'est que nous on parle parfois, mais on ne nous écoute pas. On parle dans les sphères, mais on ne nous écoute pas forcément. Et c'est notre rôle, puisqu'on est dedans, on doit parler. En tout cas, on doit faire ce qu'on doit faire, oui. Et les décideurs verront. Est-ce que vous vulgarisez les résultats de vos recherches et tout ça à travers justement les médias? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment le canal en fait. C'est-à-dire, voilà, nous on fait des recherches, on trouve des choses, on les publie dans les comités et communautés scientifiques, peut-être qu'on en parle dans notre entourage à l'université, mais la vulgarisation va rarement au-delà. Donc c'est parfois quand il y a des rencontres qui touchent des thèmes spécifiques qui nous concernent que nous on en parle. Mais malheureusement, voilà, on ne vulgarise pas assez. À qui la faute? Oui, alors à qui la faute? C'est une très très bonne question. Une première chose, c'est que déjà, il n'y a pas l'environnement qui permet de vulgariser. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui un système qui permet de faire en sorte que chaque scientifique puisse vulgariser ses travaux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que ça va être quand même difficile qu'un scientifique puisse faire des travaux scientifiques, qu'il vulgarise dans la communauté scientifique et qu'ensuite qu'il fasse encore le travail de vulgarisation dans la communauté de manière générale. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des relais, c'est-à-dire des gens qui sont au fait des avancées scientifiques et qui peuvent vulgariser. Et je ne dirais pas à qui la faute, mais je pense même que les journalistes ont leur rôle à jouer. Ils doivent chercher l'information scientifique et vulgariser aussi. Je pense qu'ils sont même plus indiqués pour faire ce travail. Quel est votre dernier mot? La science, elle offre beaucoup d'opportunités et c'est à nous de saisir ces opportunités pour développer l'Afrique de manière durable.